Bonjour. Aujourd'hui, on va creuser un sujet qui est partout dans le management, l'empathie, les fameuses soft skills. Oui, bonjour. C'est vrai qu'on en parle beaucoup, présentée comme la clé de voûte du bien-être et de la performance. Exactement. Mais la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est toujours si positif? Ou est-ce que ça peut parfois cacher autre chose? Une forme de contrôle peut-être? C'est tout l'enjeu, oui. On va essayer d'émêler ça en s'appuyant sur pas mal de travaux, des études, Catalyst, Empreinte humaine, Warwick, et puis des articles de HBR, Forbes, Les Échos. Voilà. L'idée, c'est de voir où se situe la frontière entre un leadership bienveillant, qui écoute vraiment, et puis une sorte de surveillance émotionnelle, voire de manipulation. Comment ça transforme nos bureaux concrètement? Alors, si on commence par le côté pile, les bénéfices, ils sont réels, hein. L'étude Catalyst, par exemple, elle montre des chiffres assez nets. Ah oui, je les ai vus. C'est 76% d'engagement avec un manager empathique contre seulement 32% sinon. C'est énorme comme écart. Absolument, et pareil pour l'innovation, 61% contre 13%. La Harvard Business Review le dit aussi, l'empathie, ça crée un climat de confiance, et ça, c'est la base de la performance. Et Forbes France rappelle bien la distinction empathie cognitive, comprendre l'autre, et empathie émotionnelle, ressentir avec lui. Exactement. Deux aspects importants. Mais comprendre et ressentir, ça peut aussi être des leviers pour influencer, quoi. Justement, ces chiffres sont forts, mais est-ce que cette focalisation sur l'empathie, sur le bien-être, ne devient pas une nouvelle attente, une sorte de pression? C'est là qu'on touche au revers de la médaille, le concept de surveillance émotionnelle. Parfois, des initiatives qui semblent super, comme des jours de congé en plus. Oui, comme chez LinkedIn, cité par EDHE Online, voilà. Ça peut masquer une injonction à être toujours positif, toujours bien. HBR alerte là-dessus. Cette culture du bonheur obligatoire, ça peut devenir toxique. Toxique comment? Ça stigmatise ceux qui osent être à rabat-joie, ça mélange vie pro et vie perso de façon malsaine. Et paradoxalement, ça peut faire grimper le risque de burn-out. Donc l'outil censé aller mieux peut faire aller plus mal, hein? C'est ça l'idée. En quelque sorte, oui. L'étude de l'Université de l'Illinois va dans ce sens. Le stress lié aux interactions négatives, même un simple email tendu, ça impacte le sommeil, la vie perso. C'est fou ce paradoxe. D'un côté, on prône le bien-être, et de l'autre, la pression implicite peut générer du mal-être. C'est très visible dans les startups, par exemple. Ah oui, oui. Pourtant, on a cette image de l'employé heureux. L'étude de Warwick disait plus 31% de productivité, plus 55% de créativité. Oui, sur le papier. Mais la réalité du terrain, ce sont les chiffres de burn-out qui explosent. En France, on parle de 34% en 2022, presque la moitié en détresse psy en 2023, selon Empreinte humaine. Surtout dans ces environnements dynamiques. Oui, comment on explique ce fossé entre le discours très humain, très feel-good, et cette réalité du burn-out? Il y a ce que Kern.info attelle la dissonance émotionnelle. C'est l'énergie qu'on dépense à afficher une émotion qui n'est pas la nôtre. L'enthousiasme forcé en réunion, le sourire constant. Ah oui, devoir jouer un rôle en permanence? Exactement. Et ça, à la longue, c'est épuisant psychologiquement. C'est un facteur majeur de burn-out. On demande de l'authenticité, mais on pousse à l'affichage. Et du coup, comment cette attention aux émotions, cette empathie, devient un outil de gouvernance, comme disent les Échos? L'empathie, ça libère de l'ocytocine, ça favorise la confiance, c'est prouvé. Mais cette confiance, elle peut aussi être utilisée pour, disons, mieux aligner les salariés sur les objectifs. Et les outils RH dans tout ça? Les enquêtes de satisfaction, les plateformes d'humeur. Voilà, c'est présenté comme des outils pour écouter, pour améliorer le bien-être. Mais en même temps, ça collecte de la donnée émotionnelle. Ça permet aussi de repérer celui qui commence à décrocher, à se désengager. On voit bien la complexité. C'est un outil puissant, l'empathie, mais son usage est déterminant, oui. C'est pour ça que l'authenticité, le respect des limites sont cruciaux. Sciences Po Exec, Forbes, ils insistent là-dessus. Une empathie sincère qui écoute sans chercher à instrumentaliser, c'est ça la clé. Sinon, on bascule vite dans la manipulation, même involontaire. Donc, pour résumer, l'empathie, c'est un formidable atout. Engagement-innovation, oui, mais attention aux dérives. Surveillance, pression, burn-out. Si ça manque de sincérité, si ça ne respecte pas les gens... Tout à fait. Le vrai management humain, ce n'est pas forcément celui qui affiche le plus d'émotions. C'est celui qui écoute vraiment et qui respecte l'espace personnel et émotionnel de chacun.
L'intention derrière est fondamentale. Et ça nous laisse avec une dernière question, une question pour réfléchir. Dans ce monde du travail qui valorise, qui mesure de plus en plus nos émotions, comment on fait, chacun, pour rester authentique, pour protéger son jardin intérieur ?